Donc, on se retrouve sur les machines Linux. Pour rappel, créez-vous un compte Try Hack Me gratuit. Ne payez pas. Et on va voir un petit peu les modules Linux. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que les trois premiers sont gratuits. Vous avez même pas besoin d'avoir un abonnement. Donc, vous pouvez regarder la vidéo ou carrément faire l'exercice. Et vous voyez que ce sont trois modules gratuits. Là, j'ai fait la première vidéo. Je vais passer maintenant à la partie 2 et ensuite à la partie 3. Là, on va voir comment on peut manipuler ce qu'on appelle des opérateurs pour faire des opérations encore plus poussées. Là, on a vu vraiment les fondamentaux. Je vous ai mis en lien des ressources pour la partie 1, des commandes qu'il va falloir apprendre par cœur. Donc, on passe à notre partie 2. On va déployer la VM tranquillement et on va voir un petit peu ce qui se passe. Ça, ok. Hop là. On se déploie la VM tranquillement et on va aller venir travailler sur la VM. Donc, le SSH. Le SSH, pour rappel, ça permet de se connecter en ligne de commande à une machine distance pour pouvoir l'administrer, pour pouvoir faire différentes opérations de base. Donc, il est toujours bon d'apprendre le SSH. Donc, je vous ai dit, vous avez du SSH, du SSLH et du SSHD. SSH, le client, SSHD, le serveur, SSLH permet de faire passer le port 22 sur le port 443 via le HTTPS. Ça nous évite concrètement d'ouvrir le port 22. Donc, on se connecte à une machine, donc ça permet en effet de se connecter à une machine distante, d'utiliser un programme sur la machine cible et de gérer via le client SSH l'interface de la machine distance. Donc généralement, il n'y a pas d'interface graphique. Euh, Vous pouvez pas voir des photos, vous pouvez pas charger un navigateur web, ni un file manager. Mais le SSH, tout se fait en commande de ligne et vous pourrez faire pas mal de choses déjà. C'est un peu comme un command prompt dans, comment dire, CMD, dans Windows. Donc vous pouvez tout à fait utiliser SSH aussi dans Windows. Ce n'est pas propre à Linux, c'est un protocole universel qui permet de se connecter à distance sans interface graphique sur des machines. Donc très souvent, le SSH, il faudra gérer ça. Il y a deux possibilités. En PowerShell, on peut utiliser du SSH maintenant avec quelques modules Python. Sinon, on utilisera Putty sur d'autres machines comme macOS ou sur Windows pour se connecter en SSH sur la machine. Donc, on va voir Putty. Donc, Putty, c'est l'utilitaire Windows. Là, on rentre l'adresse IP. On met tout le temps le port 22 par défaut et on clique Open. Là-dessus, on arrive sur... oui, on clique sur Open. Non, pas encore. Là, on est dans Session. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on va mettre notre adresse IP, mais avant, on met un arrobase et le nom d'utilisateur qu'on veut utiliser. Là, on veut utiliser l'utilisateur Shiba 1 sur 10, 10, 10, 10 sur le port 22. On fait OK. Il nous demande si on veut accepter la clé. On fait toujours oui. Sinon, le serveur nous rejette. Vous ne pourrez pas vous connecter à la machine. Et ensuite, on rentre le mot de passe qui nous est indiqué. Là, en l'occurrence, on va se connecter sur la machine avec le mot de passe Pingu FTW et on va utiliser le compte de Shiba 2. Donc, c'est plus simple sous Linux parce qu'on a carrément le client qui est intégré en ligne de commande. Il n'y a pas besoin de bidouiller comme on peut le faire sur macOS ou sous Windows, bien que les dernières versions de Windows et je pense de macOS intègrent un client SSH en ligne de commande par défaut. Donc là, on est bien. On se connecte à notre petite machine. On a l'adresse IP, on va la déployer et on va voir donc les opérateurs avancés. On va commencer par et. Donc, a person, ça veut dire
Alouette, ça veut dire qu'on peut attendre un et. C'est une condition. Là, on commence à faire de la programmation, mais pas orienté objet, plutôt du bash scripting. Donc, ça veut dire que et vous permet d'exécuter une seconde commande à la suite de la suivante. Donc, je peux faire ls, liste-moi les fichiers, et ensuite, tu m'affiches echo hello. Qu'est-ce que fait le programme? Il va afficher tout, et ensuite, il affiche hello. On voit bien. Donc pourquoi là ça foire et pourquoi là ça marche? Bah, tout simplement parce que la première commande, ls, elle est fonctionnelle. ls, c'est un sous-programme du bas. Echo aussi. Par contre, ça, l'ordinateur, il comprend pas. Donc si vous faites ça, il va vous dire, bah ouais, cette commande-là, moi, je la connais pas. Ce qui est normal. Ça va foirer. Par contre, là, pas de problème. Hein. Il nous affiche tous les fichiers présents dans TMP. Ah, c'est file, il n'y a que file. Et ensuite, il nous affiche hello. Donc, et on peut également aussi se servir du et pour, par exemple, faire un echo hello. Donc là, on lui demande d'afficher hello. On fait de la redirection, donc standard in, standard out. Le standard output, c'est quoi? C'est on lui dit l'écho, tu m'affiches hello dans la file, dans un fichier qui s'appelle file2, pardon, et ensuite tu fais un cat sur file2. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il affiche hello. Puisqu'on lui a demandé d'afficher hello, de l'enregistrer dans un fichier qui s'appelle file2, et ensuite d'afficher le contenu de file2. Et qu'est-ce qu'on a écrit au début? Bah, hello, bonjour. Donc là, je pense que c'est assez clair. Donc, comme on a l'adresse IP, on va se connecter à la machine et on va voir ça plus concrètement. Donc je vais faire mon SSH. Je veux me connecter en tant que Shiba 2. Je mets l'adresse de ma machine. OK. Oui. Dès qu'il me le propose. Fingerprinting. Bah oui, c'est bien le, le certificat qu'on veut utiliser. Là, il nous demande le password. Pingu FTW. Donc, on est connecté en SSH, ça y est, sur la machine. Donc, on voit bien que je vais me recharger, pardon. Je vais me recharger l'exercice sur mon second écran. Comme ça, on pourra suivre ensemble. Travailler avec Mi, fondamental 2, Linux. Ouais, c'est bien ça. Donc là, je suis là-dessus. Je vous montre un exemple. Là, j'ai ls, donc j'ai mon script Shiba. Je peux tout à fait faire un ls et echo. Bonjour. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il me liste le seul fichier qui est un script qui s'appelle Shiba2, et ensuite il affiche bonjour. On voit bien qu'il prend les commandes. C'est pas quand je tape merde et echo bonjour. Là, il va me dire merde, moi je connais pas. Voilà. Merde, not found. Donc, vous avez un petit peu compris, on peut associer uniquement naturellement des commandes bah, qui fonctionnent, entre guillemets. Et donc, comme a person, éperluette, on peut faire un éperluette simple. Donc, à quoi sert, à l'inverse du double éperluette, le simple éperluette? Eh ben, ça n'a strictement rien à voir. Je répète, ne confondez pas les deux. Quand on fait ça, en gros, eh ben, en gros, on va demander de faire un slip. C'est-à-dire, c'est un opérateur de background. Donc, vous avez deux commandes sous Linux. Soit vous exécutez votre programme
en FG, en front ground. Donc là, c'est directement, ça va s'afficher sur votre terminal. Ou vous pouvez l'exécuter en BG, en background. Dans ce cas-là, il va continuer de fonctionner. Par contre, il ne va pas vous polluer votre écran. Vous pourrez continuer à naviguer dans les répertoires pendant que votre programme s'exécute. Donc, c'est un truc à faire. Et si vous mettez donc le et, eh ben, il va en gros attendre 10 secondes avant que vous puissiez, pardon, exécuter une commande. Et pendant cette période-là, eh ben, vous pourrez rien faire. Je vous montre un truc. Je lui mets sleep. Là, je lui dis de dormir 5 secondes. Voilà. Là, je peux taper. Il se passe rien. Ça affiche à l'écran, mais ça ne le prend pas dans mon terminal pendant 5 secondes. Jusqu'à qu'il dorme. Que quand on fait ça, eh ben, ça va tout simplement permettre de faire patienter le programme. Qu'est-ce qu'il nous dit? Très différent de et n'a rien à voir avec et du tout. Essayez de le dire 10 fois plus vite, donc ça n'a rien à voir. Et est un opérateur d'arrière-plan, donc background, ce qui signifie que vous exécutez une commande qui prend 10 secondes pour s'exécuter. Normalement, vous ne pourriez pas exécuter de commande pendant cette période. Cependant, avec et, cette commande sera toujours exécutée et vous pourrez exécuter d'autres commandes. Donc ça permet de temporiser les actions, surtout quand on commence à faire du scripting et lui demander de ne pas faire séquentiellement. Si la requête met une seconde, il va passer à la deuxième seconde, à la seconde requête. Là, on lui dit, tu temporises. Ensuite, on a notre dollar. Donc le dollar, en quoi ça consiste? Donc, bah, je sais pas, il veut pas le traduire, il a décidé de m'embêter ou quoi? Ok. Donc on voit tout le temps qu'on a un dollar. Moi, si je vais là, j'ai mon dollar. Donc c'est un opérateur spécial qui dénote en fait les variables d'environnement. Donc ces variables sont définies sur votre ordinateur. Vous pouvez même les définir personnellement. Et elles sont utilisées pour affecter à différents processus et savoir comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'on peut éditer des variables, qu'on peut changer certains processus de travail sur notre ordinateur. Par exemple, on va pouvoir avec l'utilisateur courant stocker une variable qui est constante et qui s'appelle $user. Dollar, c'est tout le temps des variables et user, c'est le nom de la variable. Donc $user, c'est la variable user. Domaine, c'est la variable domaine. $IP, c'est la variable IP et j'en passe et des meilleurs. Je peux lui demander de m'afficher echo la variable user. Et qu'est-ce qui m'affiche? Bah, Shiba 2. En effet, là, il te dit que tu es au niveau de la variable, et avant, il te dit quoi? Eh ben, que c'est Shiba 2 qui est connecté à la machine sur le nom de domaine qui s'appelle noutnout, @noutnout. Ok? Donc ça, on voit un petit peu, en gros, comment on peut définir des variables, et on va venir pouvoir en scripting, en bash, appeler ces variables et leur donner des valeurs, comme quand on fait de la programmation. Donc, elles peuvent être utilisées en entrée, comme n'importe quelle commande. Par exemple, si on a envie de créer un fichier avec le nom de l'utilisateur, plutôt que taper touch Shiba 2, donc ça marche. Bon, en effet, il y a un fichier Shiba 2 qui vient d'être créé. À moins que je n'ai pas les droits. Non, je n'ai pas les droits. Donc je vais vous montrer plutôt là. Sinon, il va nous embêter. Je vais vous montrer sur ma machine. Voilà, LF. Donc moi, c'est ça le Tamok, ok? Je fais un touch. Je fais un sudo touch, même sinon il va pas vouloir. Sudo touch
et je l'appelle saltimbanque. Ok, j'ai mon fichier saltimbanque, pas de problème. Je l'efface. Maintenant, si je fais la commande sudo touch $user, et ben là, exactement pareil, ls, je vais fichier saltimbanque. On voit bien que là, on a défini la valeur qu'on voulait, pardon, là, on a défini la valeur qu'on voulait. On a demandé au programme Touch de créer un fichier avec la valeur saltimbanque. Et là, le résultat est le même, mais c'est pas tout à fait la même opération. On a fait notre escalade de privilèges, pareil. On a demandé les privilèges admin pour utiliser Touch, qui nous permet de créer un fichier. Mais là, plutôt que de dire saltimbanque, on lui a dit, tu me récupères la valeur de la variable utilisateur. Et elle est ici. Et c'est bien saltimbanque. Alors, ensuite. Donc, je vous montre un truc. Pareil. Je peux faire un touch, mais je peux faire aussi un echo. Je lui demande de m'afficher. Je lui demande d'afficher quoi? Salut. Hi. Je redirige vers la variable utilisateur. Comme ça, je fais ls, je vois qu'il n'y a pas de nouveau fichier. Par contre, quand je fais un cat sur Shiba 2, je lui demande de m'afficher Shiba 2, et ben Shiba 2, là-dedans, bah, ça a défini i. Pourquoi? Parce qu'on lui demande d'afficher le nom d'utilisateur et dans la variable utilisateur, on lui a demandé d'imprimer, d'afficher bonjour. Donc ça permet de bidouiller les variables, grosso modo, très simplement. On verra plus tard, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais les variables d'environnement, donc elles peuvent être définies très facilement. On peut faire par exemple un export. Export, je demande d'exporter le nom de la variable, le varname, avec une valeur qu'on peut définir. Là, par exemple, je peux lui dire export banque et je vais lui dire pardon, $banque et je vais lui dire 100 est égal à 100. Bad assignment. Est-ce qu'il n'y a pas de dollar? Ok. Donc là, on voit qu'on n'a pas ma banque. C'est pas un fichier. C'est une variable qui est chargée en mémoire. Mais par contre, si je fais 4 dollars banque, je ferai une valeur, un entier, et on lui a demandé d'enregistrer le nombre 100. Donc on voit comment on peut exporter différentes valeurs grâce aux variables. Donc là, par exemple, ils nous disent comment tu peux définir nout à égal à 1, 1, 1, 1. Comment on peut faire ça? Eh ben, on va faire pareil, on va faire un export. On va faire un export pour exporter une variable. La variable qu'on veut modifier, c'est nout, et on veut cette fois-ci maintenant qu'elle soit égale à 1, 1, 1. Ouais, c'est bien ça. Donc ensuite, on nous dit, mais c'est quoi, en gros, la variable de l'environnement home? Comment on peut faire ça? Eh ben, on revient sur notre machine. Là, on est sur la machine en SSH. Qu'est-ce que je lui demande? Eh ben, d'afficher echo. Et on veut quoi? La variable home. $home. S'il veut bien me le taper, ouais. Et donc, vous avez remarqué, c'est tout le temps en majuscule, les variables. Ça permet de faire le distinguo. Et là, en effet, on lui dit, c'est quoi la variable home? Bah, c'est home Shiba 2. Si je demande la variable home sur ma machine, c'est home saltimbanque. On passe sur la console 2, merci, tu seras gentil. Echo $home, home saltimbanque. Ça marche pareil. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe.
Ensuite, on a nos amis opérateurs. Et il m'a pas pris. Je voulais compléter quelque chose. C'est pas la bonne question, mais il n'y a pas besoin de bonne question. Ah d'accord. Je vais rafraîchir. Fermer ça parce que la traduction ne marche pas. C'est bien dommage d'ailleurs. Ça aurait été plus simple pour vous. Et pour moi aussi, parce que je dois traduire tout le temps en temps réel. Mais voilà, on a fait 33%, on continue. Donc maintenant, on va voir la fameuse barre oblique. Donc ça, en gros, à quoi ça peut nous servir? Eh ben, c'est ce qu'on appelle un pipe. On va faire passer l'instruction dans un pipeline, dans un tube, dans un tunnel. Appelez-le comme vous voulez. Donc, un pipe, c'est comme les opérateurs de sortie, tels que ceci. Ça permet de garder la sortie d'une commande, le standard output, et de le piper dans une autre commande. Donc, on va jumeler, conjuguer ça avec une autre commande. On va concaténer les opérations entre elles et demander une seconde sortie avec le résultat de la première commande grâce à la seconde commande. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut utiliser cat pour afficher la sortie d'un fichier. Et on peut piper avec grep, grep qui nous permet de chercher des strings, des chaînes de caractères, un ou plusieurs caractères. Et on verra un petit peu plus tard comment on utilise grep, mais c'est très très puissant. Ça, on l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on peut faire un cat test grep note. Qu'est-ce qu'il fait? Il affiche test et ensuite il récupère que note qui est affiché dans test. En effet, je vous montre un exemple très simple. Je vais me créer un fichier sur la machine. Ok. Là, je me crée un fichier qu'on va appeler. Comment on peut faire? Est-ce que je peux faire un touch? Je peux faire un nano? Il a le nano ou c'est trop compliqué? Waouh, il a un nano, super. Donc je vais faire nano, test. Et là, je vais faire couleur. 1, 2, 3, 4. C'est fou. C'est juste un exemple. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a deux strings. Le string couleur, qui est une chaîne de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. On a un deuxième string, une deuxième chaîne de caractères, du texte, les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Et on a une autre chaîne de chiffres, qui forment un nombre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, je vais les enregistrer dans mon fichier test. Parfait. Et là, je lui demande affiche-moi test. Bah ok, il nous sort ça dans l'ordre. Comme on l'a enregistré, il n'y a pas de problème. Mais cette fois-ci, je vais lui dire, tu m'affiches toujours test, mais là, on va piper une deuxième commande. Je pipe la commande, j'utilise grep, et là, je lui dis, je veux que tu me récupères uniquement valeur. Entrée. Et là, on voit qu'il me l'a souligné en rouge, parce que c'est bien ce que je lui ai demandé. Et il a omis de me mettre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4 et couleur. À l'inverse, si je veux couleur, je peux lui demander, ah, excusez-moi, il y a de la latence, je peux lui demander couleur. Ok, il me sort couleur. Donc, et je peux jouer là-dessus. Parce que je peux également faire un cat test, je peux grepper, pardon, espace, grep, et là, je vais lui demander de choisir que 1, 2, 3. Ou que 14. Je vais lui demander 14. Vous allez voir comment ça fonctionne. 14. Ok. Il me dit, je te sélectionne que 14, mais 14, il est bien contenu dans 1, 2, 3, 1, 4. Donc, dans 12 314, il y a en effet 14. Si je lui demande 1, 2, 3, il va faire l'inverse. 1, 2, 3.
Ok. Il me dit, ouais, ça existe bien. Il y a la chaîne de chiffres 1, 2, 3, mais elle est comprise dans 12 314 que j'ai présent dans mon fichier. Donc vous voyez comment on peut s'amuser à récupérer, grâce à grep, énormément d'informations. Je vous montre un exemple concret. Si je fais if config, donc là, ça m'affiche tout, les connexions réseau. Mais imaginons que je veux que ma connexion Ethernet, qui s'appelle ENS5. Et ben là, je fais un if config, et là, je lui demande grep ENS5. Qu'est-ce qui se passe? Et ben là, il récupère que la ligne ENS5. Il m'affiche uniquement ça. Je veux quoi? Je veux mon adresse IP. Je vais lui demander, hop, tu me grep inet. Ok, on a l'adresse IP qui est là. Il a récupéré toutes les lignes qui commencent par inet. Donc vous voyez la puissance, comment on peut jouer là-dessus. Et ça permet, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, de faire un grep inet sur le ifconfig, ce que je fais rarement, mais parce que j'oublie, parce que c'est plus facile de trouver. Là, vous avez des informations essentielles. Là, vous avez trop d'informations, votre œil se perd. Là, vous avez exactement ce qu'il vous faut. Votre adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de broadcast sur le réseau, l'adresse en IPv6, le préfixe en bits, 64 bits, le scope ID, votre loopback, votre réseau local, le localhost, il est sur le 27001. On est en classe C, donc c'est toujours en 255.0.0.0, à l'inverse du sous-masque réseau qui est en 255.255.0.0. Et voilà, on a récupéré l'essentiel des informations. On veut récupérer l'adresse du loopback, et ben là je vais mettre low inet. Et là, il ne me le trouve pas. Donc, je mets l'eau, par exemple. Voilà. Là, il me sort que le loopback. Donc, vous voyez comment on peut filtrer. Et ça marche aussi dans un fichier texte. Donc, ça va être super intéressant. On va pouvoir, dans un énorme fichier texte, récupérer que des trucs utiles. Je vous montre un exemple sur ma machine pour que ça vous parle plus, que ça soit très clair. J'ai mon fichier best.txt. Je vais faire cat best.txt. Donc on voit qu'on a... C'est un dictionnaire, il y a plein de mots de passe. Moi, je veux récupérer que Mickey. Ok? Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cat best.txt grep Mickey. Et là, il me dit, ouais, là-dedans, dans tous les mots de passe, tous les noms d'utilisateurs, eh ben, il y a bien Mickey. Donc, on peut facilement aller requêter. Je vais lui demander, est-ce qu'il y a Arlette? Non, elle n'y est pas. Est-ce qu'il y a ah, Judith? Il n'y a pas Judith. Est-ce qu'il y a Zirtaeb? Ouais, là il y a un Zirtaeb dans mon fichier, dans mon dictionnaire, dans ma boîte list. Donc on voit comment on peut manipuler les strings, les chaînes de caractères. Donc il faut savoir que toutes les commandes ne supportent pas pipe. Sinon, ça serait trop beau. Euh, donc si on fait par exemple 4 moins quelque chose, cette commande-là, avec un argument, vous ne pourrez pas la piper. Donc c'est à savoir. Des fois ça marche, malheureusement, des fois ça ne marche pas. Et, c'est avec l'expérience que vous allez apprendre. Faut pas vous tracasser au début, les commandes, c'est un peu dur. Donc il est à noter que toutes les commandes ne prennent pas en charge le tube, le pipe. Certaines qui ne le prennent pas en charge nécessitent que vous utilisiez un tiret à la place pour pouvoir piper les commandes. Et ça là, c'est l'exemple de 4. Et vérifiez donc si toujours la commande prend en charge. Donc par exemple, euh, vous verrez ça. Avec l'expérience, on verra plus tard. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant, on va passer au point virgule. C'est un autre opérateur. Donc, notre point virgule. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, le point virgule, c'est un autre opérateur qui fonctionne un peu comme et, à personne à personne. Mais il ne nécessite pas la première commande pour s'exécuter avec succès. Cela signifie que vous pouvez faire
une chaîne de caractères à la con, excusez-moi, et utiliser une commande valide. Un exemple, tout à l'heure, je vous ai dit ça, c'est pas possible. Si je fais ça et je fais et écho, salut, il me dit t'es fou toi. Ça, je connais pas. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça par contre? Voilà. Il saute. Certes, il nous dit ouais ta commande à la con, je la connais pas, mais on passe à l'instruction suivante et il affiche écho salut. Donc, quelle est la différence entre les deux? Eh ben, la différence, c'est que là, on fait deux opérations de façon séquentielle. Là, on fait une opération, on finit l'instruction, donc peu importe le résultat, on termine l'instruction, et après, on passe à la suivante. Donc c'est pas la même chose. C'est au début on a l'impression que c'est la même chose, mais non. Et vous voyez que le résultat il est différent, puisque là on nous affiche salut, alors que là il m'affiche rien du tout. L'instruction fait cracher la seconde commande. Alors ça peut être des fois utile, parce qu'on fait des attaques séquentielles où on écrit un script, eh ben il vaudra mieux mettre des points-virgules. Comme ça, si jamais vous avez une instruction qui est indépendante de l'autre qui suit, eh ben votre programme va continuer de fonctionner, il va pas cracher bêtement. Donc ça, on verra plus tard. Donc voilà, grosso modo, comment ça se passe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette utilisation? Franchement, c'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et ensuite, on va voir nos chevrons. Là, les chevrons, c'est la vie. Il va falloir vraiment comprendre comment les utiliser parce que vous allez vous en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc le chevron, redirection, là, on demande l'entrée et on la veut vers la sortie. Des fois, il y en a un, des fois, il y en a deux. On verra plus tard. Mais c'est l'opérateur pour la redirection des sorties. Donc, je vous ai toujours dit, il y a le standard in et la sortie, le standard out, standard input, standard output. Et il y en a un troisième, c'est tout ce qui est erreur, standard error, le STDR. Mais on verra plus tard. Donc, cela signifie que vous pouvez rediriger la sortie de n'importe quelle commande vers un fichier. Et c'est extrêmement utile. Par exemple, si je devais taper echo, hello, ok. Après, je fais quoi? Je fais un touch file, ok. Donc il crée mon fichier file. Après, je fais un nano file et j'enregistre dedans mon copier-coller hello. Tout ça, pourquoi? Qu'il y a un fichier qui s'appelle file et qui contienne hello dedans. Mais je vais faire beaucoup plus vite. Je vais faire echo hello file. Et là, cat file hello. Donc vous voyez qu'avec une commande, eh ben, je viens de raccourcir énormément et de gagner un temps fou. J'aurais dû utiliser quatre commandes pour faire ça. D'abord afficher hello, le copier dans mon pièce papier, faire copier-coller, faire un touch pour créer mon fichier file, faire un nano pour éditer mon fichier file et copier dedans hello et l'enregistrer et faire enfin un cat pour afficher hello. Là, en une commande, je fais toutes les opérations. Donc on voit la puissance du truc. Et je peux peut-être en plus piper et être dingue et faire file. Ah là, ça passe pas. C'est dommage. Le 4, vous voyez, on peut pas, 4, il peut pas se piper. Là, c'est le meilleur exemple. Vous voyez que ça marche pas. Par contre, si je fais 4 files, ah, il l'a écrasé. Mais voilà. Donc, pensez à la redirection. C'est extrêmement important. Ça vous fera gagner, mais un temps fou, fou, fou. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Que oui, il est à noter aussi que si vous utilisez cet opérateur sur un fichier qui existe déjà, cela effacera complètement le contenu de ce fichier et vous le remplacerez par la sortie de votre commande. Donc là, on le voit bien, je l'ai fait une seconde fois, j'ai demandé d'afficher file, il n'y a plus rien. Donc, comment on peut faire? Je vais vous montrer un truc.
On verra un petit peu plus en détail, mais je peux lui dire hello dans File, ok? Et je vais lui dire echo hello, bien écrit. Comme ça, et là je vais lui dire dans File. Quelle est la différence? Là, j'ai écrit sur la première ligne. Là, je lui dis, tu n'écrases pas la première ligne, sinon il me remplace hello par hello. Je lui dis, tu écris à la suite. Et là, en effet, quand je fais mon 4, il m'a écrit deux lignes. À l'inverse, si je recommence et je fais 4 hello sur file, echo, oh là là, je fatigue. Echo hello sur file, je fais mon 4 file, voilà, il m'a tout écrasé. Donc vous voyez comment on peut jouer là-dessus. On verra justement maintenant comment on peut se servir des doubles chevrons. Donc, les doubles chevrons, comme je vous disais, ça permet de ne pas écraser la commande. Ça fait essentiellement la même chose qu'un simple chevron, mais à une différence essentielle, c'est qu'on ajoute la sortie d'une commande à un fichier au lieu de l'effacer. Donc, je peux continuer à l'effacer. Est-ce que je peux faire, je peux en faire trois? J'ai jamais essayé avec trois. On va voir. Echo. Donc, je supprime mon fichier. Je supprime file. Ok. Ok. On recommence la commande. Echo, hello, file. Echo, hello 1, file. Echo, hello 2, file. Et là, ça fait une erreur. Donc, il n'y a pas besoin, on s'arrête à 2, on ne peut pas en faire 3. Et là, si je fais un 4 file, on a bien mes 3 lignes. Donc, vous ne pouvez pas en faire 3, ou 4, ou 5, ou 6, ça ne marchera pas. C'est soit un, soit 2. J'avais un doute, je voulais essayer, et j'ai essayé devant vous. Donc, on voit bien, je vais ajouter une troisième ligne qui s'appelle stop, et ça sera ma quatrième ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne dans mon fichier, quatrième ligne, stop. Et ben là, je vais faire un écho, stop, double chevron, file, 4, file, ok, nano, file, voilà, j'ai mon fichier texte, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, je viens d'ajouter mon stop. Donc, vous voyez comment ça peut être super utile. Sudo rm file, ok, je le supprime. Donc voilà, maintenant on va voir un peu les binaires. Les binaires, donc ce sont ces fameux exécutables que vous pouvez pardon, tester et on va voir un petit peu comment on peut jouer avec des variables. Donc, qu'est-ce que nous demande l'exercice? Les binaires, Shiba, Shiba, tout ça je vous l'ai montré. Je vais rafraîchir. Ok, on est à 42%. Donc, mes chevrons, on a vu, je vous l'ai expliqué. Je peux passer au suivant. Ah, pardon. How would you output 20 to a file called test? Comment j'affiche 20 à un fichier appelé test? Comment on peut faire ça? Alors, on va faire echo. Donc, il le veut en nombre entier, je crois. Ouais. Echo 20 test. Ok, c'est ça qu'il veut. Les doubles chevrons, pas besoin de réponse, je vous ai montré. Et maintenant, on passe au binaire. Donc, le binaire, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande en fait de vérifier que la variable d'environnement test 1, 2, 3 existe et si elle est égale à l'utilisateur courant au niveau de la variable d'environnement $user. Comment on sait ça? Et ça va nous permettre de découvrir le Shiba 3, le mot de passe de Shiba 3. Donc comment on va faire ça? On tourne sur notre machine et on va essayer de le feinter. Donc, comment je peux faire cette manipulation? Eh ben, je vais exporter via la commande export.
Je veux que test 1, 2, 3, 4 soit égal à quoi? Eh ben, à la variable de l'utilisateur, la déclare. Ok, je fais un écho, dollar, test 1, 2, 3, 4. Là, c'est saltimbanque. Je suis pas sur la bonne machine, espèce de blaireau. Espèce de blaireau que je suis. Donc, je fais export, test 1, 2, 3, 4 est égal à dollar user. Et là, si je fais mon écho dollar test 1, 2, 3, 4, il m'affiche bien Shiba. Donc, si j'exécute mon script Shiba 2, il me donne, parce que la condition est vraie, il me donne le troisième mot de passe. Voilà, Happy Note Noise. Donc ça, c'était les opérateurs simples, entre guillemets. Maintenant, on va passer dans les opérations avancées, entre guillemets. Donc, je vais juste modifier, parce que là, je viens de modifier mes variables comme un blaireau. Je vais demander d'exporter la variable 1, 2, 3 à user. Je vais lui dire, tu vas m'apporter rien du tout. Bad assignment. Ok, bon, bah, tu vas mettre 007. Il veut pas 007? Là. Bon, c'est pas grave, j'irai la supprimer après dans la base. C'est pas très grave, on s'en fout. Donc, introduction. Donc, comme dans Windows, les fichiers peuvent être extrêmement complexes à les utiliser. On peut les manipuler à la souris, mais après, quand on utilise différents paramètres, on voit qu'il y a certains utilisateurs qui peuvent lire les fichiers, d'autres qui peuvent écrire sur le fichier, et d'autres qui peuvent exécuter le fichier. Donc on va voir, ça c'est très important, le shawn, le chmod, et comprendre un petit peu comment fonctionne le fameux ls-la, et voir tous les détails sur un fichier. Donc ça, il va falloir apprendre par cœur. C'est un peu chiant au début, mais après, une fois que vous aurez pigé le concept, c'est super simple. Comme Linux. La philosophie de Linux, c'est faire quelque chose de très compliqué avec quelque chose de très simple. Linux, le système d'exploitation, il est très simple dans son fonctionnement. Après, avec, vous pouvez faire des choses extrêmement complexes. À l'inverse de Windows, qui est très complexe, et finalement, vous pouvez faire pas grand-chose. Parce que Microsoft vous empêche de faire beaucoup de choses. C'est l'avantage du monde libre, c'est Linux. Donc, j'arrête de faire de la politique et je reviens à mes moutons. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, ils nous disent que les différents fichiers, en effet, quand on fait un ls, eh ben, ils peuvent naturellement correspondre à différentes choses, différentes informations. Donc, je vais le prendre là, ça va me saouler. Je suis en train de me rouler une clope, je vais vous traduire automatiquement, ça sera plus simple. Donc rappelez-vous que ls a différents indicateurs qui vous permettent d'afficher des informations sur les différents types de fichiers. Donc, on l'a vu, autant je peux faire ls, ok, je peux faire aussi ls al pour avoir tous les détails. Et à l'inverse, rien ne m'empêche de faire la ou al, peu importe dans un paramètre, dans un flag, la position de la lettre. Vous pouvez faire la, vous pouvez faire lah, ok. Mais vous pouvez faire aussi al, ça marche aussi. Même résultat, exactement même résultat. Donc après un paramètre, enfin, quand vous mettez un paramètre, donc un flag, avec le tiret, peu importe l'ordre qui est ensuite, le résultat sera toujours le même. Donc des fois, par exemple, on retient mieux HAL, c'est comme l'ordinateur de 2001 Odyssée de l'espace, que là. Après, à vous de voir. Il y en a qui préfèrent taper ls HAL, et il y en a d'autres, moi je préfère taper ls LA. À vous de voir. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit donc tous ces fichiers et on va voir un petit peu plus en détail. Donc, cette image nous permet d'avoir un petit peu plus de détails et de comprendre les choses
elle possède tous les attributs qui sont traités dans cette section. Donc, on va s'intéresser à ces trois pour l'instant. Comme je vous ai dit, les droits, et ensuite, on verra l'honneur, donc le propriétaire du fichier, là c'est root, et ensuite le groupe dans lequel il fait partie. Et ben root fait toujours partie du groupe root, parce qu'un administrateur fera toujours partie d'un groupe administrateur. Par contre, Saltimbanque peut faire partie du groupe Saltimbanque ou d'un autre groupe. L'administrateur aussi. Mais dès que vous voyez root, ça sera tout le temps root, parce que c'est le compte à privilège le plus élevé. C'est le site 0. Il a le plus haut pouvoir. C'est comme une pyramide. Plus on descend, plus on a un seed élevé. Et le root, il est tout en haut. C'est le 0. Et après, on descend tout en bas. Ça peut être 2000, 3000, 4000, en fonction du nombre d'utilisateurs et de services que vous avez sur votre machine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est là, c'est les droits. Et là, c'est les permissions sur le fichier. Le owner, le propriétaire, et dans quel groupe il fait partie. Tout le temps dans cet ordre-là. Donc on va apprendre à modifier les droits sur un fichier. Et là, vous allez voir, c'est super intéressant, puisqu'on peut interdire l'exécution, la lecture ou l'écriture d'un fichier. Donc, comment ça se passe? On va utiliser Shawn. Donc Shawn, grosso modo, on voit que je vais me connecter avec Shiba. C'est ça qu'ils veulent, que je me connecte avec Shiba en fait. Donc je vais reprendre le mot de passe de Shiba et on va se connecter avec Shiba. Ouais. Donc c'est Happy Noise. Happy Noises. Donc SU Shiba 3. Maintenant que j'ai son mot de passe, je peux le mettre. Et je suis connecté en tant que Shiba. Shiba LS est là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a un Shiba 3. Bah là, il n'y est pas. Mais je peux vous montrer. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un fichier. Shiba 2, c'est le propriétaire. Shiba 2 fait partie du groupe Shiba 2. Là, on a les inodes, mais on y reviendra plus tard. Le fichier fait 807 bytes. OK? Il a été modifié la dernière fois, le 23 février de 2020. C'est un fichier caché, le point, et le fichier caché s'appelle profile. OK? Et au niveau des droits, c'est un fichier. Shiba 2, l'administrateur, a les droits de lire, d'écrire, mais pas d'exécuter. Shiba 2, c'est le propriétaire, enfin c'est l'administrateur et c'est le user. Et lui, il a que les droits en read, lecture. Et other, les autres, tous les autres utilisateurs, ils ont également que les droits en read, en lecture. Pas le droit d'écrire, pas le droit d'exécuter. Donc, comment ça se passe? En gros, ça fait root, compte de l'utilisateur et other. Donc, on va voir ça plus en détail. Donc, c'est ce que vous dit un peu le texte, pardon, excusez-moi. Il vous dit ces attributs sont respectivement les attributs utilisateurs et de groupe. Rappelez-vous que nous pouvons modifier les autorisations pour ces attributs. Il va de soi que nous pouvons également modifier les différents attributs. Cela se fait à l'aide d'un programme, d'une commande qui s'appelle Shawn, qui nous permet de changer l'utilisateur et le groupe de n'importe quel fichier ou de n'importe quel dossier. La syntaxe de cette commande est Shawn user group file. Par exemple, si nous voulons changer le propriétaire du fichier en Shiba2 ainsi que le groupe en Shiba2, nous pourrions utiliser Shiba2 Shiba2. Remarquez que vous pouvez utiliser Shawn que si vous êtes au-dessus de cet utilisateur, qui signifie que Shawn est mieux fait avec l'utilisateur root. En effet, il y a une histoire de privilège. Si le root est au-dessus, vous ne pourrez pas modifier les droits. Il va falloir être root pour modifier les droits. C'est ce que je vous dis toujours, c'est la relation parent-fils.
Le parent, c'est toujours l'admin, le root, le dieu dans la machine. Tous les parents, le parent, pardon, c'est le root, l'administrateur. Tous les enfants, eh ben, on a Shiba 1, on a Shiba 2, on a Shiba 3, trois comptes utilisateurs, mais qui n'ont pas l'accès root. Et donc, ce sont les enfants. Et au niveau de la hiérarchie, le root est au-dessus. Le root est parent. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer un exemple. Donc, Shiba 3, Shiba 2. Je veux que Shiba 2 n'ait plus les droits et m'approprier le fichier. Le fichier, ça va être par exemple test. On va faire le truc sur test. Et ben là, qu'est-ce que je fais? Je fais chaud. Je veux Shiba 3. OK. Ensuite, je fais quoi? Deux points Shiba 3. Et je veux modifier quel fichier? Le fichier test. Bon, là, j'ai pas le droit. Il nous emmerde. Parce qu'il faut être admin. Voilà. Donc là, il me demande le truc. Donc il n'est pas sudo. Donc ça marchera pas. Donc je vais vous montrer sur ma machine, ça sera carrément plus simple. Je crée un texte, un fichier texte qui s'appelle exemple, ok? Avec saltimbanque. Donc je fais un sudo texte, il s'appelle exemple.txt. Je fais mon ls, mon la. Ok, mon exemple, il est où? Il est, il est là. Ouais, mais là, je l'ai fait en route. Comment je peux donner l'accès à saltimbanque? Je veux plus que le propriétaire, ça soit route. Et ben là, je vais faire mon sudo shawn. Je veux que ça soit saltimbanque, qui reprenne exemple.txt. Ok? ls-la, qu'est-ce qui a changé? Eh ben ça y est, c'est plus root qui est propriétaire du fichier exemple.txt, c'est saltimbanque qui est devenu. Donc on voit comment on peut modifier les droits. À l'inverse, je veux le passer en root à nouveau. Sudo shawn root, deux points root, et je veux mon exemple.txt. ls. Voilà, je reviens, il est repassé au root. Donc, on voit comment la commande chaude nous permet d'attribuer l'appropriation, la propriété d'un fichier à n'importe quel utilisateur. Mais il faut que ça soit le root qui puisse le faire. Naturellement, sinon, dans ce cas-là, le hacker arrive avec le compte de DD et il fait ah, cool ce fichier avec tous les passwords qui appartiennent au root, à l'admin. DD, bah, il va se donner les droits, il va faire un shown sur password.txt qui appartient à root et il va mettre shown DD password.txt. Non, là, le système d'exploitation, il va lui dire Coco, tu me prends pour un con. Là. Ouais, t'es DD, t'es un utilisateur local, jamais tu peux modifier les droits root. À l'inverse, le root peut modifier les droits sur n'importe qui. Je vous dis toujours, quand vous êtes root, vous êtes le dieu dans la machine. Donc voilà comment ça se passe concrètement. Euh, Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous montrer d'autres. Donc ça, je vous ai expliqué la notion de hiérarchie. On peut aussi utiliser, ouais, j'ai pas pensé à ça. On peut aussi utiliser Shawn en fait sans préciser de groupe, sans spécifier de groupe. Vous ne pouvez donc simplement utiliser le fichier utilisateur Shawn si vous voulez changer d'utilisateur et conserver le groupe. Donc imaginons que je fasse un saltimbanque, ça marque aussi.
Groupe incorrect, parce que root ne fait pas partie de Saltimbanque. Mais vous voyez que vous pouvez soit changer le propriétaire avec cette commande, soit changer le propriétaire et le groupe. Et là, on va demander que root fasse partie de une connerie, hein, je sais pas, Toto. Voilà. Mais le groupe n'existe pas. Il faudrait que je le crée pour que la commande fonctionne bien, dans mon exemple. Mais c'est pour vous montrer, il y a deux clés. La première clé, c'est la clé, la valeur du propriétaire. Et la deuxième clé, séparée par deux points, c'est la valeur, la clé du groupe. Et ensuite, on rentre notre input, notre fichier qui nous intéresse. Donc voilà le principe. C'est très 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 utilisé. Vous allez télécharger un programme sur Internet. Vous n'avez pas les droits pour l'exécuter. Vous allez vous donner les droits. Vous allez vous mettre tous les droits nécessaires à exécuter le programme. Sinon, quand vous allez le lancer, il va vous dire, le programme, t'as pas le droit de l'exécuter. À l'inverse, vous créez un payload, un virus. Vous voulez qu'il s'exécute même avec les droits les plus lambda. On va pas demander à la cible de exécuter notre virus avec des privilèges élevés. On va lui demander de s'exécuter. Enfin, on peut, c'est pas le problème. Mais là, dans mon exemple, si on lui dit que tu sois le root, l'admin, le programme, il se lance là, tu pourras pirater la machine. Que ça soit Toto, Titi, Tata, un autre utilisateur, bah c'est pas grave. Tu te lanceras, comme si j'étais Saltimbanque. Tu lanceras le virus. Et si jamais, eh ben, c'est ni l'admin, ni l'utilisateur qui est sur la machine, et que c'est par exemple un compte, je sais pas, invité, eh ben là, on dira à notre virus, c'est pas grave. Tu te lances en tant que guest. Si jamais on avait bloqué les droits, le virus en s'exécutant, bah là, il va y avoir une fenêtre, comme sous Windows, qui va dire voulez-vous exécuter le truc qui va pirater votre ordinateur? Donnez les droits à l'administrateur. Si le gars est pas trop con, l'administrateur de la machine, il va voir qu'il il y a une élévation de privilèges d'un programme qu'il connaît pas. Et là, c'est le meilleur moyen de se faire tuner. Voilà. Donc ça, c'était chaud. Maintenant, on va voir. Bah tiens, on va répondre à quelques questions. Tiens. Ça va nous apprendre pour être sûr que vous avez bien compris le concept. On a des questions. Ouais. Alors, comment on peut changer un utilisateur d'un fichier et l'appeler paradoxe? Donc là, je veux changer que l'utilisateur. J'ai pas besoin de mettre mon deux points puisque non mais là, il rigole. Quoi. Sean. Ah ouais, il y a le sudo. Il veut pas le sudo. Ok. Donc là, on va changer à l'inverse aussi euh, l'utilisateur et le groupe. Dans ce cas-là, c'est ce que j'avais mis en premier. J'ai tellement l'habitude de faire cette commande que ça devient une seconde nature. Paradoxe, ouais. Donc là, quelle est la différence des deux? Là, j'ai traité un fichier qui s'appelle file. Aucune différence. Par contre, là, j'ai changé le propriétaire. Et là, j'ai changé le propriétaire et le groupe. Donc, quel est le flag, le paramètre en fait qui nous permet de opérer sur un fichier, dans tous les fichiers pardon, qui sont présents d'un coup. Alors imaginons que je vais changer tous les fichiers qui sont présents dans une arborescence et me donner les droits root. Je vais pas faire un par un. Il doit y avoir un truc, on va aller voir. Ok, on va faire man, pardon, shown. Et qu'est-ce qui fait du récursif? Voilà. R, grand R. Du récursif demande une opération récursive sur tous les fichiers et tous les endroits de l'arborescence. Donc, imaginons que j'ai plein de fichiers. Et ben là, je vais pouvoir faire un shown root, root.r.
Et là, si je me trouve dans, je sais pas, administrateur, et que j'ai plein de fichiers, pardon, il ne me prend jamais celui-là, c'est un truc de ouf. Si j'ai plein de fichiers là-dedans, et ben qu'est-ce que fait la commande? Dans l'arborescence administrateur et tout ce qu'il y a après d'ailleurs, il peut y avoir des sous-arborescences où il peut y avoir des fichiers qui sont compris là-dedans. Et ben je vais lui dire tu me les passes tous en route, route. Donc c'est quoi le flag? Le flag c'est -R. Récursif. Très souvent, quand vous voyez -R, c'est que c'est du récursif. Donc une opération récursive, ça part d'un dossier et ça traite tous les sous-dossiers et les fichiers. Passons au chmod. Alors là, ça va devenir plus compliqué ou pas, parce qu'on va parler en octogonal, en octet. Mais on va faire ça. On va commencer très simple. Une fois que vous avez compris le concept, c'est vraiment pas compliqué. La preuve, j'ai réussi à comprendre. Donc, comme je vous ai dit, il y a trois grands trucs à retenir. On parle, c'est par groupe de trois. Donc, premier truc que je peux vous dire, c'est qu'on parle de l'utilisateur. Quand vous faites un ls, la, on a trois trucs. Trois lettres ou rien, trois lettres ou rien, trois lettres ou rien. Donc ça, c'est quoi? Le premier, comment je peux vous le formater? Bah, c'est l'utilisateur. C'est le user. OK? Pardon, je raconte n'importe quoi. C'est l'admin. C'est le root. OK? Le second, c'est l'utilisateur. C'est le user. User du groupe, moi ici, c'est Saltimbanque, pardon. OK? Et enfin, on a O. O, c'est Other. Ce sont tous les autres utilisateurs du système. Donc ça, il faut bien que ça soit clair dans vos têtes. Ensuite, on a quoi? On a, je vais vous le montrer avec cet exercice. Donc chmod, ça permet de définir les différentes autorisations pour un fichier, de contrôler qui peut le lire. La syntaxe de cette commande est généralement chmod, plus vous allez voir ce qu'on met. La partie intéressante est la façon dont les autorisations sont définies. On peut les définir à l'aide d'un nombre de 3 chiffres. Donc ça, c'est plus compliqué. Il va falloir euh, calculer en base. Soit on peut donner l'autorisation via des arguments, en fait. Et donc, on va mettre R pour read, W pour write et X pour execute. Ça signifie que le premier chiffre contrôle les autorisations d'un utilisateur. Le deuxième chiffre contrôle les autorisations pour un groupe. Et le troisième chiffre, c'est le fameux other, c'est pour tous les autres. Donc, je vous montre. On compte en 7. 7, 7, 7, 7. Si je fais 7, 7, 7, 7 sur un fichier, eh ben, le fichier peut être lu, écrit, exécuté sur le premier set. Donc, c'est quoi? Eh ben, c'est notre admin. Il m'a sauté le truc, ce bâtard. Donc, c'est notre admin. Donc là, si je fais un 7, 7, 7, eh ben, ça va le faire là. Le mieux, c'est que je reprenne mon exemple. Il est où mon exemple? Je l'ai effacé. Non, il est toujours là. Là, je vais faire un chmod 777. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir quoi? Il va y avoir RWX, RWX, RWX. Allez, chmod 777 sur exemple. Oui, il faut que je me donne les droits. Sudo. Donc là, si je reprends mon exemple, ls-la, qu'est-ce qu'on voit? On retourne sur exemple. Voilà. Donc là, première catégorie, l'admin a le droit de lire, d'écrire, d'exécuter. Saltimbanque, qui fait partie du groupe des admins, a le droit, root, a le droit de lire, écrire, exécuter. Et les autres ont le droit de lire, écrire, exécuter. Donc il y a une différence notable. Quand on écrit dessus, on va pouvoir modifier un fichier. Quand on le lit,
on va pouvoir l'afficher. Mais il y a un truc qui va un peu vous induire en erreur au début, c'est le X. Exécuter. Alors, si c'est un programme, on ne pourra pas l'exécuter. D'accord. Mais si c'est un fichier et que, par exemple, Saltimbanque et l'admin ont le droit de le lire, si Shiba 3 se connecte à mon arborescence, à la racine dans mon home Saltimbanque, et qui fait un LSLA, et pourtant, il demande bien d'afficher les fichiers cachés avec tous les détails. S'il n'a pas le X, donc vous voyez que certains ont juste le X, c'est pour qu'il puisse apparaître. Que d'autres utilisateurs sachent qu'il y a bien une arborescence musique, un fichier caché Mozilla et tout ça. Par contre, si on le retire, il disparaît. En fait, il disparaît totalement. Donc le X pour le dernier utilisateur, pour rappel, admin, group, other. Donc c'est RTO, groupe admin other. Tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Maintenant, je vais me donner que les droits en écriture. Donc, en écriture, c'est quoi? C'est write. Comment je peux faire ça? Avec ce système, eh ben, le write, qu'est-ce qu'on voit? Un, c'est le fichier peut être exécuté. 2, le fichier peut être écrit. 3, il peut être exécuté et écrit. 4, il peut être lu. 5, il peut être lu et exécuté. 6, il peut être écrit et lu. 7, il peut être lu, écrit et exécuté. En fonction de ça, je vais pouvoir jouer sur mes fichiers. Je veux que juste Saltimbanque et le root puissent modifier les fichiers, les exécuter et écrire dessus. Je vais faire un 7, 7, 0. Exemple. OK? LS est là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Mon exemple, il est où? Il est là. Et qu'est-ce qu'on voit? En effet, root et le groupe root, donc moi, Saltimbanque aussi, a le droit d'écrire, de lire et d'exécuter. Par contre, toutes les autres personnes, elles n'auront pas accès au fichier et elles ne sauront même pas que le fichier est présent dans l'arborescence. Il sera invisible. Donc vous voyez comment on peut cacher des fichiers à d'autres utilisateurs ou leur donner des accès. Pareil, mon exemple, j'ai des mots de passe, je suis administrateur. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais dire, écoute, 750 sur exemple. Je reviens sur mon exemple. Qu'est-ce que ça a fait? 750 sur exemple. Eh ben là, l'administrateur, le root, il pourra modifier et faire ce qu'il veut. Par contre, Saltimbanque, il pourra qu'exécuter et lire le fichier. Il pourra pas écrire dedans. Ça permet, par exemple, que des utilisateurs qui ne sont pas root ne modifient aucunement un fichier. Et si en plus, eh ben, ils font ni partie du groupe de Saltimbanque ou du root, c'est un autre utilisateur, là, il verra même pas le fichier, il pourra rien faire. Ni le lire, ni l'écrire, ni l'exécuter. Donc vous voyez comment je peux affiner ça grâce au système en base 7. Enfin en base 7. Mon système je sais même plus comment on dit. Ah, trop de mémoire. Donc les droits sous Linux. Tac, tac, tac. Donc le propriétaire du fichier, c'est le user. Le groupe du propriétaire du fichier, c'est le groupe. Et les autres utilisateurs, c'est le reste du monde. Donc on va calculer en valeur octale, pardon, je dis plus. Donc c'est des positions binaires et je vais essayer de vous le faire simple. Peut-être ça vous parlera plus, mieux expliqué. Si on met 0, eh ben en binaire c'est 0, 0, 0. En droit, bah ça fera ça. Aucun droit. En effet, je reviens sur mon exercice. Sudo chmod 0, 0, 0. Exemple. ls est là. Aucun droit. Aucun droit. Et là encore, moi je suis Saltimbanque et root. Donc là, c'est un mauvais exemple. Mais si j'étais pas root de mon système, si Saltimbanque était pas administrateur, donc root par défaut, en fait, là, vous voyez qu'il a même disparu. Là, en fait, le fichier exemple, je le verrai même pas.
Ça ferait document et ça ferait face. Ainsi de suite. On ne verrait même pas. Là, on le voit. Mais vous voyez comment je peux modifier. Est-ce que je retourne à à ça? Donc 001, c'est la valeur 1 en octal. C'est X, exécute. Si je veux 2, 0,10 en binaire, là, ça va être le write. Ainsi de suite. Le 3, ça va être écrire et exécuter. On voit bien que le premier, il n'est pas noté. À l'inverse, si j'ai le premier qui est noté, j'ai la lecture. Je veux lire et exécuter. Bah, le premier, c'est tout le temps read. Celui du milieu, c'est tout le temps write. Et le dernier, c'est tout le temps execute. Si j'ai que R et X, eh ben, j'ai la lecture, j'ai l'exécution. Je veux lire et écrire, eh ben, ça sera RW tiré. Je veux les trois, 7, ça sera RWX. Donc là, on voit comment on peut modifier les droits de façon octale. C'est la meilleure façon pour être certain du résultat et d'additionner ceci. Par exemple, changer du droit sur le fichier mon script pour que je sois moi le propriétaire, le seul à pouvoir modifier et que les personnes de mon groupe puissent le lire comme l'exécuter et que le reste du monde puisse uniquement l'exécuter. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, les droits en propriétaire, je vais mettre du RWX, donc 1, 1, 1. Je veux que ça soit actif là. 1, 1, 1. Je veux que le read tirer le x, et ben je vais faire 1, 0, 1. Là, il y a deux tirés, et je veux mon x. Donc ça sera 0, 0, 1. Et on voit la valeur octale. Parce qu'on additionne. Là, c'est 1, les 0 valent 1. Là, c'est 1, 0, 1, ça vaut à 5 en valeur octale. Et 1, 1, 1 en valeur octale, ça vaut 7. Donc au début, c'est un peu déroutant. Mais si je veux faire mon résultat, je ferai un 751 sur mon script. Très souvent, 750, 751, vous verrez ces droits sur la plupart des fichiers, puisque je vous dis que dans Linux, tout est fichier. Mais on peut aussi bidouiller. 666, déconseillé, c'est le chiffre du diable, de la bête. C'est lecture, écriture pour tout le monde. C'est le truc à pas faire. C'est pour ça qu'il porte bien son nom, 666. Je veux la lecture, l'écriture pour le propriétaire, la lecture pour les autres, de faire un 644. RW-R-R-R. 6, 4, 4. CH-mode 644. Le 666, un exemple. Le 700, qui peut être utilisé très souvent aussi. Lecture, écriture, exécution, juste pour le propriétaire. 7, 0, 0. Read, write, x. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Le 705, qui permet au propriétaire tous les droits, le groupe aucun, et les autres de lire et exécuter. Le 755, à l'inverse du 705, le propriétaire a tous les droits, les autres peuvent lire et exécuter. Le 764, qui permet l'écriture, la lecture pour le groupe, tous les droits pour le proprio, et la lecture seule uniquement pour les autres. Ça, on l'utilise pareil. Très souvent, on voit que dans WData, c'est utilisé. Ça, c'est utile pour les scripts et certains fichiers d'un site web. Ça, c'est préconisé pour le répertoire du site, pour qu'il y ait le fameux 403 Forbidden. Donc tout ça, je vous conseille de bien les apprendre. C'est vraiment utile. Je peux me rajouter d'ailleurs, parce que là, c'est bien expliqué sur ce site. Linux, nickel. Et donc on voit tout ça, et le fameux 777, ça c'est le chiffre de Dieu, le bien, c'est les droits pour tout le monde, par opposition au 666. Enfin, au 777 par opposition au 000, pardon, je dis des bêtises. Donc fortement déconseillé, mais ça peut être nécessaire pour le cache CMS en local, pour un serveur lent. Donc ça, quand on a un serveur qui fait du contenu, qui affiche du contenu, parfois on peut utiliser ça. Donc, ce qu'il faut retenir, euh, c'est que il faut se rappeler que les autorisations de fichiers sont divisées en trois sections, utilisateur, groupe et tout le monde. C'est la même chose en vrai ici. Cependant, tout commence par le deuxième tiré et non par le premier. Nous pouvons donc oublier le premier trait d'union pour le moment. Notez que tout est dans un ordre séquentiel, de sorte que les trois premiers caractères contrôlent les autorisations de l'utilisateur, les trois seconds
contrôlent l'autorisation du groupe. Et les trois derniers, comme je vous le disais, contrôlent les autorisations de tous les autres utilisateurs. Là, on le voit bien. U, G, E. OK? E, c'est everyone, tout le monde. Other, les autres. U, c'est l'utilisateur. G, c'est le groupe. Il y a tout le temps un utilisateur qui est dans un groupe. C'est comme ça que ça se passe au niveau des droits administrateurs. Donc, voilà, là, il va nous poser des petites questions. Donc, il nous pose la question, quelle permission permet à un utilisateur de lire du groupe can read and write, donc read and write, un fichier, et personne peut lire read, write et execute. Donc, eh ben, ça va être quoi? On veut que l'utilisateur il puisse lire. Pour rappel, pour pouvoir lire, c'est un 4. Seulement lire, c'est 4. Il est où? Voilà. On passe au groupe. Le groupe, ils veulent quoi? Ils veulent que le groupe puisse uniquement lire et écrire. Lire et écrire, comment on fait ça? C'est 6. Et que personne du reste, everyone, puisse lire, écrire et exécuter, 460. OK? Quelle permission permet à un utilisateur de lire, écrire, exécuter un fichier, de groupe de lire, écrire, exécuter un fichier, et, et everyone else can read. OK. Donc là, tout le monde, en fait, peut lire, écrire, exécuter. Et ben là, c'est le dernier, c'est 7. 7, 7. En effet, dans mon système Octal, le 7, donc on part du 0, hein. Donc vous verrez le 0 à quoi il sert, mais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Ça fait 8, c'est un système octal, pas 8. Alors, on a du mal à retenir, on comprend pas trop, mais faites-vous des petits exercices, modifiez un fichier exemple, comme on l'a fait, et essayez de bidouiller les droits utilisateurs pour qu'ils correspondent à ce que vous voulez. Et vous voyez qu'à chaque fois, les droits sont différents. Et en fonction de la criticité du fichier ou du dossier, eh ben, il faudra mettre les droits qui correspondent, qui sont nécessaires. Donc, ça c'est fait. Il nous reste 38 minutes. Euh, et on a fini à 83%. On va continuer, on va pousser. Maintenant, on va voir RM. RM, comme je vous ai dit, ça permet de supprimer un fichier. Tout simplement. RM, c'est supprimer un fichier, c'est l'équivalent, grosso modo, de del. Donc, qu'est-ce que je peux vous le dire là-dessus? Donc, faisons une pause dans les autorisations et les calculs et regardons quelque chose qui peut complètement détruire tout votre système Linux s'il est utilisé par négligence. RM, comme vous l'avez peut-être deviné, signifie supprimer. Et c'est exactement ce qu'il fait. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est extrêmement dangereux car vous pouvez supprimer certains fichiers système très importants et rendre votre système complètement inutilisable. Il ne vaut pas la peine de noter ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'autorisation d'écriture sur le fichier pour pouvoir l'exécuter. Vous ne pouvez donc pas supprimer n'importe quel fichier si vous êtes un utilisateur régulier. C'est pour ça qu'on fait une élévation de privilèges pour pouvoir le supprimer. Si on a besoin, voilà, remove write protection dans ETC Shadow, là il nous dit non, permission denied. Il faudra faire un sudo rm etc shadow pour supprimer le fichier avec tous les mots de passe. Donc faites attention, vous pouvez attaquer comme le système 32 de Windows. Si vous commencez à l'effacer, va y avoir de sérieux problèmes. Bah là c'est pareil, tout ce qui est dans ETC, c'est assez critique. Le fichier Shadow encore plus. Attention à ce que vous faites.
Donc il y a deux bases à retenir. Je veux supprimer mon fichier exemple, rm exemple, bimbo, je l'ai effacé ou pas? Rm bimbo, supprimer, oui, bah là il n'est plus, ls. Donc là, j'ai bien supprimé mon fichier bimbo. Il m'a demandé, êtes-vous sûr de supprimer bimbo? Mais certains fichiers, il faudra faire un sudo. Touch bimbo txt, sudo rm bimbo txt. Et là, vous voyez, comme j'ai fait un sudo, là, il me dit pas, attention, rm va supprimer bimbo txt qui est protégé en écriture. Là, il le fait directement sans nous afficher le message. Et on n'a pas besoin de confirmer en faisant oui. Pareil, je vais créer un dossier et on va voir comment on supprime cette fois-ci un dossier. Sudo mkdir, ne pas détruire. Il est où mon détruire? Ne pas détruire, il est là. Si je fais un rm, ne pas détruire, impossible de supprimer, c'est un dossier. Ok, bon. Sudo rm, ne pas détruire, impossible, c'est un dossier. Comment on fait ça? Eh ben là, en fait, on va lui demander déjà de ne pas m'afficher le message de warning. Donc ça sera "-f", et on va lui demander de faire du récursif. Donc ça sera fr ou rf, comme vous voulez. Sudo rm flag rf ou fr, ne pas détruire. Et là, il me l'efface sans problème. Donc à chaque fois que vous supprimez un dossier, un sous-dossier et tous les fichiers qui sont présents dans le dossier, il va falloir faire du récursif et il va falloir forcer la demande, puisque c'est un dossier, ce n'est pas un fichier. Voilà ce qu'il faut retenir sur RM, je pense. On va terminer l'exercice, comme ça on sera bon. Donc, quel flag il faut pour chaque fichier dans une arborescence? Bah, R, c'est le récursif. Et pour supprimer tous les messages d'erreur, bah, c'est "-f". Ensuite, MV. MV, ça vous permet de déplacer ou de renommer un fichier. Donc, on peut le déplacer à un endroit ou on peut également le renommer. Je vais vous montrer comment le renommer. Je vais me créer un fichier exemple, touch exemple, et je vais me tromper sur l'orthographe. En effet, on voit que l'exemple, c'est écrit à l'anglaise, example. Si je veux le mettre avec un A, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux faire MV, je mets le nom de mon fichier et je le renomme. Exemple. Example. Et là, ls, bah, je l'ai renommé, sans problème. Mais je peux aussi le déplacer. La commande MV vous permet de renommer soit un fichier, soit de le déplacer. Et vous pouvez même renommer un fichier et le déplacer ailleurs. Donc là, je vais le déplacer. Je vais lui demander de déplacer exemple. Mais cette fois-ci, je ne vais pas lui mettre un autre truc, sinon il va le renommer comme ça. En effet, si je fais ls, merde, il me l'a renommé. Là, je veux déplacer le fichier. Donc là, je vais faire mv fd, hop, ce que j'ai mis, et je vais le déplacer vers quoi? Bah, vers une arborescence qui s'appelle document. Et là, ls, il a disparu. Je vais dans document, il a réapparu. Il est là. Je viens de déplacer d'une arborescence à une autre. Je veux redéplacer fds dans le home et pas dans le document. Je vais faire mv fds. Voilà. Tac. ls. Il a disparu. Tac. ls. Il est à nouveau là. Donc vous voyez comment on peut se servir de tout ça pour jouer et manipuler les fichiers. Donc voilà, ça sera la fin du cours. J'espère que vous avez kiffé. J'ai pris un peu de temps, je suis désolé parce que c'est plutôt compliqué.
pour des néophytes. Et je voulais essayer, je dis bien essayer, de déplacer, de vous faire comprendre proprement, que ça soit plutôt clair. Donc là, pour déplacer un fichier qui s'appelle file vers TMP, je fais MV. Je veux quoi? Je veux que file soit déplacé vers temp. Voilà. Donc voilà les fondamentaux Linux. Et bah, je vous dis à très bientôt pour la troisième partie.